Bonsoir, bienvenue à tous. Nous sommes le jeudi 28 octobre et le titre principal de votre journal, c'est la décision du groupe majoritaire du Conseil régional du Languedoc-Roussillon de présenter Christian Bourquin au poste de président de la région Languedoc-Roussillon. Christian Bourquin, président du Conseil général des Pyrénées-Orientales, sera donc le prochain président de la région. Il est sur notre plateau. Bonsoir, Christian Bourquin. Merci d'avoir accepté aussi rapidement notre invitation. Nous parlerons également dans cette édition de la nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, le lendemain de son adoption au Parlement. Nous en parlerons avec Jacques Artière de la CFDT. Et en fin de journal, bien sûr, nous reviendrons sur la journée à l'Open Sud de France. Mais avant de vous donner la parole, Christian Bourquin, je vous propose d'écouter Robert Navarro, le sénateur de l'Hérault, est aussi le président du groupe socialiste et apparenté à la région. C'est le groupe majoritaire, celui du président Georges Frêche, décédé dimanche dernier. C'est donc à lui que revenait la charge de désigner un successeur. On l'écoute. J'ai essayé d'aboutir à une candidature unique chez le groupe socialiste et apparenté, ce qui était de ma responsabilité. Après une paire de jours de travail, on n'y est pas arrivé. Donc nous avons accepté le jeu de la démocratie. Il y a eu au départ 5 candidats, puis 2 se sont retirés, appelant à voter Christian Bourquin, Alain Bertrand et moi-même. Il y a eu après un scrutin à 3 candidats, puis le 3e s'est retiré, c'est Didier Codorniou. Et il y a eu un scrutin à 2 candidats, Damien Alary et Christian Bourquin, dans une ambiance et un débat de très haute tenue. L'ensemble des camarades ont voté 2 fois. Le résultat est 18 voix Christian Bourquin, 13 à Damien Alary. Et Damien Alary, candidat battu, le président du Conseil général du Gard, a tenu à souligner que le scrutin s'était déroulé dans la sérénité. On l'écoute toujours au micro d'Olivier Roiran. Nous venons de vivre un moment de démocratie interne à la fois fort, intense et beau. Il se clôture ainsi, il aurait pu se clôturer différemment, c'est la vie. Excusez-nous, on s'est trompé de sujet, Christian Bourquin est sur le plateau, donc on aura sa réaction tout de suite. Si on peut envoyer l'intervention de Damien Alary, si on peut me faire signe, si on l'a en plateau, à moins que ce soit trompé, c'est parti. J'ai salué immédiatement la victoire de mon ami Christian Bourquin. Je l'ai salué avec sincérité. C'est un moment de démocratie, j'ai l'habitude de la démocratie, puisque dans les fonctions qui sont les miennes, j'ai été élu au Conseil général du Gard. La démocratie s'était exprimée de la même façon, elle s'est exprimée ici. Ce qui m'intéresse, c'est que nous sommes une équipe derrière un programme d'un président qui est décédé. Et je crois qu'on a rendu par ce moment de démocratie un grand hommage à notre président. Je pense qu'il n'aurait pas souhaité que l'on se dispute et qu'on se mette d'accord. Christian Bourquin, vous confirmez cette ambiance plutôt sereine cet après-midi et ces derniers jours au sein du groupe socialiste et apparenté. Pourtant, il y a eu vote et même 2 tours. Totalement, mais je voudrais dire, vous savez, tout est allé très vite depuis dimanche soir, mais on a tenu dans un premier temps à observer une période de recueillement importante. Ça a été le premier temps après l'annonce du décès de Georges Frêche. Puis il y a eu ce temps fort des obsèques qu'on a vécu ici avec un rassemblement de près de 6000 personnes. Et à partir d'aujourd'hui, eh bien la vie qui reprend le dessus, on est en responsabilité, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme cela. Et cette vie qui reprend le dessus nous commandait de désigner, et vous voyez, je le dis avec difficulté, le successeur de Georges Frêche. J'arrive à le dire, mais quel poids Georges Frêche a sur nous, ce deuil qu'il nous faudra faire, continuer à faire. Et nous sommes rentrés en réunion à 14h30 et à 17h. Tout était terminé après 2 tours, 2 votes successifs qui ont mis en jeu d'abord Damien Alary, Didier Codorniou et moi-même. Et ensuite est resté Damien Alary et moi-même, et avec le succès que vous disiez. Et donc tout s'est fait d'abord rapidement, mais dans la sérénité, très bien. Voilà. Ça s'est joué sur quoi? Ce sont les conseillers régionaux de l'Hérault qui se sont répartis. Qu'est-ce qui a fait basculer d'un côté plutôt que de l'autre? Il y a évidemment un axe majeur qui s'est profilé entre
les élus de l'Hérault et de Montpellier et ceux des Pyrénées-Orientales. Et c'est l'ossature principale, ce qui explique d'ailleurs que Robert Navarro sera le premier vice-président de cette institution. Vous savez, jusqu'à présent, il y avait un fonctionnement toujours, il est assez historique, entre Georges Frêche et moi-même, puisque j'étais son premier vice-président, c'est-à-dire le lien Hérault-Pyrénées-Orientales. Et bien maintenant, ce sera un peu à l'envers, Pyrénées-Orientales-Hérault, et c'est normal que ça continue, puis la Lozère sera aux côtés de tout cela également. Voilà. Ça veut dire que quand Georges Frêche était intervenu, je crois que c'était au mois de juin ou juillet, pour dire c'est le tour des Catalans, donc ce sera un Catalan, le prochain président de la région. C'est un message qui est resté dans l'oreille de certains conseillers régionaux, et ça a été ça la démarche, de dire, il y a eu un président du conseil général de l'Aude, c'était il y a quelques années, ensuite il y a eu la Lozère, il y avait eu le Gard avant, maintenant après l'Hérault, c'était logique que ce soit les Pyrénées-Orientales. Je crois qu'on s'inscrit totalement dans la continuité du travail de Georges Frêche, de ce qu'il a été, de ce que nous voulons continuer, son œuvre, son travail. Et c'est vrai que depuis maintenant plus d'1 an, il disait à toute occasion, il disait « mon successeur le plus tard possible ». Disait-il, et c'est bien normal, disait-il, ce sera Christian Bourquin. Il a dit en tout lieu des départements, des 5 départements de la région. Ça a été entendu par tout le monde, et nul doute que beaucoup ont tenu à respecter cette volonté de Georges Frêche. Alors, Président, pour quoi faire maintenant? Vous avez été élu finalement il y a très peu de temps. Enfin, je ne parle pas de cet après-midi, je parle du mois de mars dernier. Hein, je ne suis pas élu ici. En octobre. Je serai élu le 10 novembre. Le 10 novembre, hein, effectivement. Il faut le préciser. D'ailleurs, vous avez remarqué, on vous a titré encore président du Conseil général des Pyrénées-Orientales. Vous n'êtes pas encore président de la région Languedoc-Roussillon, soit bien clair. Vous avez été élu conseiller régional, c'était en mars dernier. Donc, il y a très peu de temps sur un programme. Votre objectif dans les 3 ans qui viennent, c'est quoi? C'est aller au bout de ce programme? Appliquer totalement ce programme qui a d'ailleurs été validé par l'ensemble de la population. Nous l'avons construit avec Georges Frêche et ce programme sera totalement appliqué. Il s'appelait au départ Pacte régional. Puis il a été validé par l'ensemble des électeurs et on sait de quelle manière et avec quelle force. Eh bien, nous le conduirons à son terme avec un grand absent, Georges Frêche, évidemment, mais nous le conduirons à son terme. Voilà la ligne politique sur laquelle nous allons nous appuyer. Symboliquement, vous parlez de Georges Frêche, il y aura une action particulière dans les semaines qui viennent, bien sûr, au sorti des obsèques, il y aura quelque chose? Il y en aura beaucoup. Il y en aura beaucoup. On le voit, vous l'avez dit, tous les médias l'ont dit, la France entière l'a dit, il a beaucoup marqué. Et vous voyez, je parle au passé. Quand on parle au passé de quelqu'un et qu'on ne peut plus parler au présent ni au futur, ça veut dire qu'il n'est plus parmi nous. C'est cela, on s'habitue malheureusement à cela. Et donc Georges Frêche, le deuil va continuer et il reste très présent parmi nous. Et c'est cela notre responsabilité, c'est de continuer tout ce qu'il aurait voulu justement pouvoir faire. Eh bien, on va le faire en son nom. Je profite de vous avoir sur ce plateau. Parmi les phrases qui ont été dites hier lors de ces obsèques, la cérémonie, en tout cas à Montpellier, nous en avions nous relevé une, celle de Gérard Collomb, qui s'adressant aux habitants de Montpellier et de la région disait « Vous pouvez être fiers d'avoir eu Georges Frêche comme maire et président et porter sa mémoire le plus longtemps et le plus souvent possible ». C'est ce que vous avez retenu également? Il disait dans cette même expression, en gros, vous avez le nez sur le guidon, et peut-être que vous n'en rendez pas compte tellement que vous y êtes dedans, mais l'œuvre de Georges Frêche, le Montpellier, la région est admirée à l'extérieur. Beaucoup voudraient faire pareil, oui, il a dit ça. Mais vous savez, il y a eu Raymond Dugrand aussi qui a dit beaucoup de choses importantes, et à titre personnel, j'ai été dans tout ce parcours depuis 33 ans, aux côtés de Georges Frêche, Raymond Dugrand, et à faire tout ce qui a été dit. C'était à la fois grandiose et très humble, beaucoup d'humilité. C'était beau. C'est rare quand on parle d'obsèques en disant que c'était beau, et je l'ai apprécié comme cela, ces applaudissements de la foule. Quand le cercueil est arrivé devant, le corbillard est arrivé devant la cathédrale, c'était très émouvant, très très émouvant. Et quand on parlait de lui dans la cathédrale, cette foule dehors qui applaudissait plusieurs fois, de grands moments qui resteront à jamais gravés dans nos têtes à tous ceux qui étaient, aux 6000 personnes qui étaient. Christian Bourquin, ça y est, vous déménagez, vous revenez sur Montpellier, comment vous allez vous organiser? Je ne le sais pas encore, mais c'est vrai que vous rappelez que j'ai été montpelliérain, puisque dans ces 33 ans de vie politique que j'ai
que j'enregistre, la moitié du temps a été pour servir Montpellier, l'agglomération et l'Hérault. Et ce retour ici, eh bien, c'est quelque part retrouver ce qui a été ma jeunesse. Je ne crois pas être très vieux, mais mes 23 ans ici, quand j'ai démarré jeune ingénieur à Montpellier, eh bien, c'est ce retour-là. Et c'est tout cela que je retrouve aussi, et avec une certaine fierté. Mais c'est Montpellier, mais ce sera aussi beaucoup de déplacements sur le terrain, une présence sur le terrain très forte, ce qui n'est pas pour me déplaire. Christian Bourquin, merci beaucoup d'avoir répondu aussi vite et d'être venu nous rejoindre sur ce plateau après ce choix cet après-midi. Je le précise, l'élection du président de la région, ça se fera dans l'hémicycle avec l'ensemble des conseillers régionaux et c'est prévu le 10 novembre prochain. On enchaîne avec la journée de mobilisation et ce petit coup de mou du côté de la contestation contre la réforme des retraites, une mobilisation en baisse à Montpellier comme partout en France. Ils étaient 6 000 selon la police, 25 000 selon les syndicats. Il faut dire que c'est le 7e jour de mobilisation depuis le printemps, soit autant de journées de salaire en moins pour les plus motivés des grévistes. Alors la question financière pèse-t-elle sur la mobilisation? Élément de réponse dans le cortège avec Alexandre Grélier. Tous unis derrière une même banderole. Malgré l'unité affichée par les responsables syndicaux, la mobilisation était en recul aujourd'hui. Parmi les raisons avancées, l'adoption définitive du texte par le Parlement ou encore les vacances scolaires. Mais les syndicats ne veulent pas y voir un recul du mécontentement. Après plusieurs mois, je trouve qu'il y a encore beaucoup de monde. Et c'est un signe que le mouvement est bien ancré. On est dans une période de vacances, il manque du monde. Des congés, des lycéens, des étudiants, des grands-parents qui gardent leurs petits-enfants pendant les vacances. Je pense que c'est un signe qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est fini. Bien sûr, les considérations financières pèsent sur la mobilisation parce que les salariés n'ont pas les moyens de faire grève. En termes de salaire, au bout de 7 manifestations, 7 jours de grève, quand on a un salaire de 1 000 €, comment on fait ? Car une grève coûte cher aux unions locales des syndicats d'abord, de 500 à 1 000 € par manifestation pour l'union locale CGT de Montpellier par exemple, entre les frais d'impression des tracts, les banderoles ou les badges. Mais le coût principal de la mobilisation est supporté bien sûr par les salariés. J'en suis à mon 6e ou 7e jour de grève, dont 5 qui sont sans salaire. Donc voilà, ça commence à être dur. Pour moi, par exemple, ça me coûte 68 € par journée perdue. C'est important, enfin je veux dire c'est quelque chose que vous remarquez à la fin du mois? Ah ben on le remarque surtout chez les cheminots, il y a eu un conflit d'avril de 13 jours, là on y est depuis plus de 13 jours, on a sauté les 30 jours à l'année, donc ça fait un mois de salaire perdu, plus 2 jours de congé perdu, parce que quand on saute les 30 jours, il y a 2 jours de congé qui sortent. Personnellement j'ai 2 enfants, mais j'ai dit on se privera s'il faut, mais on tiendra le coup. Pour rassembler un maximum de personnes en dépit de ces questions financières, la prochaine journée de mobilisation est justement prévue un samedi, le 6 novembre prochain. Et à côté justement des journées de mobilisation, Alexandre Grélier le rappelait, la 8e est programmée le 6 novembre prochain. Certains salariés avaient choisi de cesser le travail, comme les éboueurs à Marseille ou plus près de chez nous, dans l'agglomération de Thau, en grève depuis 10 jours. Le vote de la loi aura eu raison probablement de leur mobilisation. Maxence Kérébel. La flamme est presque éteinte. Après 10 jours de mobilisation, après avoir fait les 3-8 autour du piquet de grève, les éboueurs de Thau Agglo voteront certainement demain la reprise du travail. La mort dans l'âme est bien obligée de le reprendre, puisque le mouvement se termine, je pense, demain matin. Pour reprendre le travail à lui-même à partir de vendredi à minuit. On va essayer de négocier ça auprès de la direction. On est déçus, on est déçus, abattus. Voilà. On se demande si ça a bien servi à quelque chose ce qu'on a fait. Mais bon, on l'a fait. Les éboueurs n'espèrent pas vraiment qu'on leur paie des jours de grève, mais ils vont quand même tenter de négocier auprès de leur direction. Ici, en moyenne, on gagne un peu plus que le SMIC. Bon, on n'est pas arrivé à nos fins certains, mais moi j'ai vu que dans des services comme ça, on pouvait être soudés. Ça, c'est chose qui est rare tout au long de l'année. Là, ça a ressoulé des liens et j'ai même vu que nos supérieurs étaient entièrement d'accord avec nous. Ça, c'est choses aussi qui sont très rares dans ces services. Du positif dans la mobilisation, mais aussi une stigmatisation qui ne passe pas. Les éboueurs n'ont pas aimé être qualifiés de grévistes irresponsables, alors que les poubelles des hôpitaux et des maisons de retraite étaient quand même ramassées. Et quand on leur rappelle leur statut de fonctionnaire, ils nous montrent ces photos des éboueurs qui n'ont pas dépassé l'âge de 55 ans.
Nous, franchement, même en étant chauffeur ou ripper, on ne peut pas faire jusqu'à 65 ans, on ne peut pas rester derrière un camion, c'est pas possible. C'est pas possible. Déjà, nous, on a des leaders qui sont 50, 55 ans, ils sont déjà bien atteints déjà, et on les met dans les travaux les plus légers, si on peut dire ça. M. Sarkozy et ses coéquipiers qui n'ont qu'à venir un peu derrière avec nous. Donc à venir regarder comment ça se passe au travail. Se lever tous les jours à 3h30, je pense que c'est assez pénible. En 3 jours de travail, les 900 tonnes de déchets entassés à 7 Marseillon ou Balaruc devraient disparaître. Le mouvement de grève chez les éboueurs de l'Agglo devrait lui laisser des traces beaucoup plus longtemps. Jacques Artière, vous êtes secrétaire départemental de la CFDT. Bonsoir, merci d'être venu sur notre plateau. Ça y est, le gouvernement a gagné ? Non, je ne crois pas qu'il ait gagné. Le texte est passé en force, parce que de débat, il n'y a pas vraiment eu, 50 heures d'un côté, 50 de l'autre. Il n'y a pas eu vraiment de dialogue social. Le président de la République a imposé ce texte à sa majorité parlementaire, qu'il l'a voté assez servilement. Mais on ne peut pas dire que le gouvernement ait gagné, parce que la bataille de l'opinion, c'est nous qui l'avons gagnée. 71% des salariés qui, à un moment donné, ont soutenu ce mouvement, un petit peu moins maintenant, mais un mouvement qui reste très populaire. Donc des gens qui certes prennent acte que dans les hémicycles et à l'Assemblée nationale, on va entériner le vote, mais pour autant, cette réforme ne passe pas, parce que je crois que votre deuxième sujet était très, très parlant par rapport à ça, où les gens parlent de pénibilité, de conditions de travail, d'insatisfaction, et cette réforme laisse un goût particulièrement amer, et les choses ne sont pas finies. D'ailleurs, la preuve en est, c'est que le Sénat a mis un amendement qui a été voté, qui dit qu'on remet ça en 2013. Autrement dit, le Sénat n'a pas vraiment eu le courage de s'opposer au président de la République, mais a introduit un texte en disant on va y revenir en 2013 beaucoup plus tôt que ce qui était prévu. De toute façon, ce que l'on sait en tout cas de ces retraites, c'est que quoi qu'il arrive, leur financement dépendra tellement à l'avenir et de l'évolution démographique et de la situation économique qu'il faudra probablement y revenir périodiquement. Ah, mais de toute façon, c'est inscrit dans la loi, on y revient tous les 5 ans, parce qu'effectivement, les paramètres sont à surveiller, parce qu'ils évoluent. 2013 sera effectivement la bonne date, parce que cette réforme, sur le plan économique, ne va rien résoudre. Elle est uniquement basée sur la démographie et pas sur l'emploi. C'est pourquoi la CFDT a relancé une demande de négociation. La CFDT aujourd'hui, c'est de dire qu'il faut changer de demande. On ne peut plus demander le retrait de la loi. Elle a été votée. Il faut demander autre chose. C'est pas de changer de demande. On le demande depuis des mois. De travailler sur la question de l'emploi, sur la question du travail des jeunes, sur la question du travail des seniors. Ça veut dire que la bataille sur l'âge de la retraite, lui, il est perdu. Cette bataille-là est perdue. Provisoirement, oui. Je crois qu'il y a une opposition politique qui aujourd'hui dit qu'elle reviendra sur ce texte parce qu'il est injuste et parce qu'il ne résout rien. Dont acte, on verra ce qui se passera. Pour le moment, la loi est passée, donc il ne reste plus que la promulgation, donc le chef de l'État va prendre la responsabilité de cette décision qu'il a voulu imposer. D'ailleurs, tout au long de nos manifestations ces derniers temps, là on a, sur les dernières manifestations, on a décerné des cartons rouges aux parlementaires et aux chefs de l'État sur leur responsabilité, leur engagement. C'est pas pour rien qu'il y ait un carton rouge. Le match d'après, généralement, on ne joue pas. C'est aussi le message qu'on voulait faire passer, c'est-à-dire qu'il y a une réforme qui est impopulaire et qui ne résout rien, et on considère... l'élection présidentielle de 2012. Non, pas seulement, juste, les Français sont assez grands pour savoir ce qu'ils ont à faire quand ils passent aux urnes, quand ils passent dans l'isoloir. Juste, on voulait rappeler que cette réforme est injuste et qu'elle n'était pas dans le programme de Nicolas Sarkozy, et qu'elle ne correspondait pas aux attentes des Français. Qu'est-ce qui a manqué dans cette mobilisation qui a été très longue? Alors, qu'est-ce qui a manqué du côté du gouvernement? D'accord, du dialogue, on imagine, mais de votre côté, pour gagner? Je crois que c'est la question du dialogue social. Il n'y a pas de dialogue social dans ce pays. J'étais assez énervé, je crois que c'est hier où M. Borloo faisait un appel en disant qu'il faut réintroduire le dialogue social. Ça fait des mois qu'on le réclame, cette affaire-là, et qu'on n'arrive pas à dire au gouvernement à faire prendre en compte... Le gouvernement, hein. Éric Woerth, on l'a entendu souvent, il a dit mais on a discuté avec les syndicats tout au long de l'hiver et du printemps. C'est pas une négociation, c'est pas du dialogue. Quand on vous écoute, parce que, bon, on vous dit, allez, ça y est, videz votre sac, c'est bon, merci, on vous a entendu, mais ce sera 62 et ce sera 67.
C'est pas un dialogue, parce que derrière la CFDT a amené des propositions concrètes avec un financement jusqu'à 2030. Jusqu'à 2030, alors que le gouvernement nous amène un financement jusqu'à 2018, et en reprenant la cagnotte qui avait été prévue pour l'horizon 2020, donc c'est pas sérieux, je veux dire, il n'y a aucune pérennisation du système avec la réforme proposée. La journée de mobilisation, la 8e prévue le 6 novembre, vous allez la maintenir, c'est un samedi, on sait que vous avez parfois un petit peu de mal à peser sur l'actualité, sur l'opinion. On a parlé globalement d'un essoufflement du mouvement, etc. etc. Je crois qu'il y a le facteur du vote à l'Assemblée qui intervient. Il y a, je crois que les gens l'ont dit aussi, 7 jours de grève avec, ou 5 jours, voilà, ça pèse et on l'entend. Donc, en plus, il y a les vacances, donc moins d'étudiants, moins de lycéens, des gens qui sont partis en vacances. Donc, la manifestation de samedi sera aussi forte en symbole, et je pense qu'elle sera, nous serons certainement encore plus nombreux qu'à celle-ci. Après, la mobilisation prendra d'autres formes, mais on ne désarme pas, parce que derrière cette réforme-là, il y a la réforme de la protection sociale en entier, de la sécurité sociale, etc., et qu'on reste vigilant et mobilisé, parce que c'est un processus contre lequel on continuera à se battre. On a bien compris. Je vous donne quand même quelques informations complémentaires sur les perturbations dans les transports. 75% des TER, selon la direction de la SNCF, seront assurés par train et autocar de substitution demain. Le trafic SNCF Voyage, Grande Ligne, TGV, etc., 90% des trains circuleront. Toujours pas de circulation pour les trains Talgo qui relient l'Espagne à la Suisse en passant bien sûr par la France. À l'aéroport de Montpellier, 55% des vols annulés jusqu'à demain matin 7h30, reprise du trafic à partir de 7h là. Le vol Montpellier-Lyon de 6h40 est retardé. Voilà pour la page sociale. Merci encore Jacques Artière d'avoir accepté notre invitation. Une page sport rapide avec le MHSC qui recevra Lille. Ce sera en quart de finale de la Coupe de la Ligue le 10 novembre prochain au stade de la Mosson. Le LOSC a éliminé hier soir le stade Malherbe de Caen nettement 4-1. Et puis actualité sportive, c'est aussi l'Open Sud de France. Les choses sérieuses commencent ce matin. Ces images de Ljubicic qui s'est débarrassé, c'est pas facile à dire, Ljubicic, je me suis entraîné toute l'après-midi, de Taylor Dent, un Américain, sur ces images. Ljubicic, recrue tardive du tournoi, mais c'est un droitier redoutable. Et puis ce soir, c'est Gilles Simon, le Français, qui a sorti le redoutable Argentin David Nalbandian. Il rencontrera son compatriote Jo-Wilfried Tsonga en quart de finale. Et puis cet après-midi, plus difficile pour le Français Mikael Yodra, battu par Albert Montanes, l'Espagnol, 6-4, 7-6. On écoute Mikael Yodra au micro d'Olivier Roiron. Un peu mou le garçon quand même aujourd'hui aussi, donc ça fait que c'est pas facile quoi. Et malgré tout, je pense qu'il y a de la place, donc j'ai des regrets aujourd'hui parce qu'en faisant un match, je dirais moyen moins, je me dis que j'aurais peut-être pu gagner, donc c'est comme ça. Il y a des jours, des fois dans l'année où je joue pas très bien, et tu sais pas trop pourquoi. J'avais des bonnes sensations ce matin à l'entraînement, même si comme je disais tout à l'heure, j'ai eu du mal à sentir la balle cette semaine. Pourtant, j'aime bien les balles rapides d'habitude, mais là, notamment mon slice, je le sentais pas. Donc bon, c'est comme ça, faut faire avec. Demain, donc, les quarts de finale à l'Arena, demi-finale samedi, finale dimanche. Merci beaucoup d'avoir suivi ce journal qui est fini. Très bonne soirée à tous, restez fidèles à 7L TV. Très très bonne soirée, à bientôt.